Bien, merci à Pierre-Yves Moucheron de m'inviter. Encore une fois, c'est quand même la troisième fois que je viens, et merci à vous, du cercle Aristote, donc d'être présent. Alors effectivement, je vais parler de ce que j'ai appelé dans mon petit essai le phénomène trans. Moi, j'avais voulu appeler ça l'homme en transe. Mais l'éditeur m'a dit, écoute, si tu fais ça, il est clair que les libraires qui vont voir que peut-être tu te moques déjà un peu de la question vont immédiatement mettre ton livre sous la table. Donc, je t'invite à choisir un titre qui passe partout. Donc, c'est le phénomène trans. Alors, il ne vous a pas échappé que nous vivons une époque formidable. Oui. Bon. Tous les mois, des records sont battus. Il n'y a jamais eu autant de grêle, avec jamais des aussi gros grêlons, il n'y a jamais eu autant de sécheresse, mais il n'y a jamais eu non plus autant d'inondations, il n'y a jamais eu autant de jours de chaleur, il n'y a jamais eu autant de tempêtes. Un jour, c'est le vide des nappes phréatiques, le lendemain, c'est le trop-plein de ces nappes, puis survient une guerre par-ci, puis une guerre par-là, puis le retour de guerres de religion. L'une, c'est la pollution de l'eau courante, celle qu'on boit au robinet, puis c'est la disparition des oiseaux, des insectes et la chute de la diversité des espèces. Et ce matin, c'est les polluants éternels qu'on découvre dans les œufs que l'on consomme. J'en oublie, bien sûr, et des meilleurs comme quelques pandémies. Bref, donc, on s'amuse bien, on s'éclate. Alors, dans ce climat euphorisant, je voulais vous annoncer la dernière bonne nouvelle en date. C'en est fini de notre vieille condition humaine. Être homme ou femme, c'est terminé. Laissez-moi vous lire ce communiqué. Il est un peu frippé parce que c'est pas la première fois que je le lis devant des groupes, des assemblées. Mâle-femelle. Ces termes utilisés surtout pour étudier la reproduction sexuée chez diverses espèces, il convient de ne pas les employer pour caractériser nos congénères humains. Ça, je dis, c'est fini. Ces termes binaires ne reflètent pas la variété de nos corps et de nos vécus. Comme on l'a vu plus haut, le sexe est un construit social. Le pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. Voilà une grande nouvelle, donc je ne suis pas venu pour rien. Soit pour vous annoncer cette nouvelle, donc le pénis n'est pas un organe sexuel mâle. Et on lit plus bas, quand on feuillette, cet écrit qui s'appelle Nouveau lexique. Nouveau lexique, c'est les termes employés, ceux qu'il faut employer et ceux qu'il ne faut pas employer. On découvre donc que les hommes peuvent avoir une vulve. Bon. Alors, c'est une promesse, en fait, de sortir de sa condition sexuée. Vieille condition humaine, vieille comme, je dis même pas comme l'humanité, vieille comme les mammifères supérieurs. Et cette promesse, elle a été faite par qui? Eh bien, elle a été faite par, vous voyez, le planning familial. Alors, le planning familial, qu'est-ce que c'est que le vénérable planning familial? Je dis vénérable parce que le planning familial a été créé dans les années 1950 et c'était un organisme extrêmement intéressant d'éducation populaire pour expliquer aux femmes qu'elles pouvaient choisir leur maternité et non pas simplement la subir. Donc ça changeait évidemment quelque chose à l'intérieur des familles, puisque les hommes, les femmes et les hommes disposaient donc de cette liberté nouvelle de choisir et non pas de subir la maternité. Or, le planning familial est tombé il y a quelque temps, je crois que c'est très récent, ça date de moins d'un an, sous la coupe d'un groupe d'activistes trans
Et ce groupe d'activistes trans s'est employé, donc il a toujours les subventions pour faire toujours l'éducation donc des familles, mais il a déployé un nouveau lexique que vous trouverez sur Internet, que je vous invite à voir, à lire. Ça fait 3-4 pages et j'ai extrait donc cette partie de ce nouveau lexique. Donc je vais essayer bien sûr de vous montrer que cette promesse de sortir de sa condition sexuée est une fausse promesse qui repose sur une falsification de la réalité. Et comment on peut falsifier la réalité? Eh bien, en changeant le sens des mots, en faisant comme, par exemple, un nouveau lexique. En inventant, comme disait George Orwell, dans 1984, une novlangue. Nous y sommes. Eh bien, justement, aujourd'hui, il existe un parti woke, qui est en train d'essayer d'imposer une novlangue pour empêcher de penser en falsifiant les faits et en inventant ce qu'on appelle maintenant des faits alternatifs. Le but, la visée, c'est de forcer à penser, comme Orwell le dit dans 1984, de forcer à penser que 2 et 2 font 5. Et ça, voyez-vous, comme philosophe, ça me pose problème, parce que ça sème la confusion dans les esprits, ce dont on n'a pas besoin, je crois, aujourd'hui, puisque le monde est déjà assez confus, et c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Alors, si j'ai cité Orwell, c'est parce que ça me rappelle ce passage de la première partie de 1984, chapitre 7, qui met en scène Winston Smith, 39 ans, qui habite Londres, en Océania, qui est donc un employé du parti extérieur, c'est-à-dire membre de la caste intermédiaire du nouveau régime océanien. La caste extérieure qui s'appelle Langsoc, c'est un mot novlangue pour socialisme anglais, Langsoc. Et Winston officie au ministère de la Vérité, ou Miniver, et Miniver c'est en novlangue, et il commence à se poser des questions sur ce que lui dit de prendre le parti. Voilà ce que se disait donc Winston dans ce chapitre, je cite. Le parti disait de rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. C'était le commandement final et le plus essentiel. Son cœur, selon Winston, faiblit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui et à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion aux subtils arguments qu'il serait incapable de comprendre et auxquels il serait encore moins capable de répondre. Et cependant, il était dans le vrai. Le parti se trompait et lui était dans le vrai. L'évidence, écoutez bien, l'évidence, le sens commun, la vérité devait être défendue. Les truismes sont vrais. Il fallait s'appuyer dessus. Le monde matériel existe, ces lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau humide, et les objets qu'on laisse tomber se dirigent vers le centre de la Terre. Avec la sensation qu'il s'adressait à O'Brien, qui est le membre du parti intérieur, dont Winston pense qu'il pourrait peut-être être son allié, il écrivit donc cet axiome. La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Lorsque cela est accordé, le reste suit. Eh bien, c'est pour ça que je dis que 2 et 2 font 4, que les hommes sont des hommes et que les femmes sont des femmes. Alors, vous me dites pourquoi les hommes sont des hommes? Alors, on va faire un petit tour dans, justement, leur être. Il faut bien en passer par la nature, qu'on explore grâce à la biologie. Eh bien, ils sont des hommes parce qu'ils possèdent dans leur bios, dans leur être biologique, quelque chose qui les différencie des femmes. C'est cela que la novlangue du nouveau planning familial voudrait occulter. Les hommes, en effet, possèdent ce qu'on appelle un gène architecte, qu'on appelle le gène SRY. On a découvert ce gène il n'y a pas si longtemps,
bien qu'on savait depuis très longtemps que les femmes et les hommes existaient, parce qu'on se fiait aux apparences, c'est-à-dire au truisme fourni par donc l'observation de la réalité. Et donc on a découvert ce gène vers les années 1980 seulement, lorsque les techniques de séquençage et d'analyse du génome humain sont devenues moins chères et plus rapides. Et qu'un vaste programme de détermination du gène, des gènes, a été entrepris. Et donc là, on a fini par identifier le gène SRY, c'est de l'anglais Sex Determination Region of Y Chromosome, c'est situé sur le bras court du chromosome Y, donc le chromosome des hommes, en position donc précise sur la cartographie génétique. Et il a été donc présenté comme gène architecte responsable du développement des gonades indifférenciées et de la transformation de ces gonades en testicules. Au sens où si vous avez le gène SRY, où il se trouve, vous êtes un homme, comme tel testiculé, sinon vous êtes une femme. C'est ce gène qui explique qu'il existe dans de très rares cas des mâles XX, parce qu'il possède une translocation, ce qu'on appelle une translocation du gène SRY sur un embryon XX. Donc il y a des hommes XX comme il y a des femmes XY. Mais elles auront un gène SRY, non pas fonctionnel, mais porteur d'une mutation ponctuelle, si bien qu'il ne fonctionnera pas. Avec ça, ce sont des faits biologiques. Ça veut dire que vous naissez homme ou femme selon que vous avez ou non ce gène SRY. Bien sûr, il existe des accidents génétiques dans la séparation des cellules diploïdes en cellules haploïdes, c'est-à-dire en gamètes, c'est-à-dire en ovules et en spermatozoïdes. Quelques accidents qui font que dans une naissance pour 30 000, une pour 30 000, on a affaire à un hermaphrodite ou un être intersexué. Voilà. Mais c'est une naissance sur 30 000. Ça n'empêche pas, cette exception n'empêche pas l'application de la règle. La règle, c'est d'être homme ou femme. Bref, j'évoque là des faits, et ce n'est donc pas parce qu'un homme dit « je suis une femme » qu'il sera une femme. Comme on le dit aujourd'hui. Il ne sera qu'un homme qui se prend pour une femme, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Pas pareil de se prendre pour une femme et d'être une femme. Je m'empresse d'ajouter qu'il a le droit de se prendre pour une femme. Pour Napoléon, si ça lui chante. Mais, contrairement à ce que dit le nouveau planning familial et les groupes de transactivistes, ce n'est pas parce qu'il se prend pour une femme qu'il sera une femme. Tout cela me permet de vous introduire à la différence entre le sexe qui a à voir avec la nature et la biologie, et le genre, qui ne dépend que de votre discours. C'est-à-dire, dans le genre, vous pouvez, si vous êtes un homme, emprunter quelques traits sociaux de l'autre sexe. Ça, c'est pas un problème. Ça se fait depuis la nuit des temps. Et donc, il est normal de distinguer le sexe du genre. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres vivants, c'est-à-dire munis d'un bios, déterminé par notre nature biologique, et nous sommes des êtres parlants. Et on a le droit de raconter tout ce qu'on veut, y compris des bêtises. Et dans l'ordre du vivant, il y a deux sexes. Et vous ne pouvez pas en changer. Mais dans l'ordre du parlant, il y a 1000 genres. Et vous pouvez en changer à votre guise, au fil de votre discours. Je dis 1000 parce qu'on n'arrête pas d'ajouter des lettres à la liste LGBT. Alors, je vais vous lire parce que, aux dernières nouvelles, nous en sommes LGBTQIP2SAA. Plus, pardon. D'ailleurs, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, en questionnement, ça c'est
queer, intersexuel, transsexuel, bispirituel, androgyne ou asexuel, etc., etc. Donc, bref, deux sexes. Donc, c'est une fausse promesse. Vous voyez que le monde est soutenu par une série de fausses promesses. Eh bien, aujourd'hui, il y a une nouvelle fausse promesse. Le nouveau maître promet donc qu'on peut changer de sexe. Eh bien, c'est ainsi. Le maître est maître parce qu'il propose l'impossible. Il s'est même débrouillé, le maître, pour que certaines des opérations consécutives à la supposée dysphorie de genre, c'est-à-dire ce qu'on présente comme un sentiment d'inadéquation entre le genre et le sexe, que ces opérations, donc, soient prises en charge par l'assurance maladie. Vous voyez comme le nouveau maître est généreux et intelligent, et prêt à satisfaire toutes vos demandes. En fait, il vous promet l'impossible, car, je le répète, vous pouvez choisir votre genre, mais vous ne pouvez pas choisir votre sexe, car celui-ci est donné d'avance. La preuve, c'est qu'un transsexuel, male to female, après une opération dite de transition vers le sexe femelle, restera avec le gène SRY au fond de ses cellules, qui détermine une fois pour toutes son sexe mâle, avec toutes ses implications, notamment qu'il n'aura pas de menstruation et qu'il ne pourra jamais porter un enfant comme une femme. Quant à la transsexuelle femelle réassignée en mâle, il ou elle ne disposera pas du gène SRY et ne connaîtra pas ce que connaît tout homme, l'érection spontanée qui caractérise la vie et la sexualité d'un homme. Et elle sera donc réduite à actionner la pompe pénienne, qu'on lui a implantée chirurgicalement, la prothèse pénienne avec une pompe dissimulée dans un de ses testicules reconstruits. Là, je vous signale, oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Non, les opérations, on va en parler tout à l'heure, mais les opérations, elles sont terrifiantes. Parce que castration du côté des hommes, totale, et chez les femmes, ablation des ovaires, du vagin, reconstruction pénienne, etc. Et ça ne bande pas. Alors, c'est embêtant que ça ne bande pas, parce que ça contrevient à ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est ce que le poète sait et nous dit. Le poète, c'est par exemple Brassens, dans Fernande. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là, je me bande. Et il conclut avec cet énoncé qui est un véritable axiome: la bandaison papa, ça ne se commande pas. Voilà ce que c'est qu'un homme. C'est ce qu'il doit faire avec. C'est compliqué d'être un homme. Hein, ce qu'il doit faire avec ça. Et si vous voulez avoir une idée de cette complication, il faut lire un autre auteur, tout simplement Montaigne. Montaigne, dans les essais, c'est les essais, première partie, 21e chapitre, écrivait que l'homme est celui qui doit faire avec, je vous traduisais ça du français ancien en français actuel, et l'homme est celui qui doit faire avec l'indocile liberté de ce membre qui se manifeste de façon si inopportune lorsque nous n'en avons que faire, et qui défaille de façon tout aussi inopportune lorsque nous en avons le plus grand besoin. Est-ce que c'est donc... c'est pas quelqu'un qui actionne la pompe. Ça, c'est pas un vrai homme, ça marche pas. Il y a une supercherie là-dedans. C'est pour ça que, donc, cet organe fantasque, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Montaigne, qui caractérise spécifiquement l'homme, ça me fait douter donc des affirmations de quelqu'un qui est devenu très célèbre en France,
d'origine espagnole, qui s'appelle Paul Beatrice Preciado, qui passe bien sûr aussi à Beaubourg avec Judith Butler, qui est encensé par la presse de gauche wokiste comme Mediapart et Libération, qui a des rubriques régulières, très très régulières. Et donc c'est une femme, Béatrice Preciado, qui affirme, qui n'a pas été opérée, qui affirme qu'elle est devenue un homme. C'est pour ça que désormais elle s'appelle Paul. B. Point, puis de Béatrice, puis une femme. Paul B. Preciado. Elle affirme qu'elle est entrée dans la communauté des hommes après, je cite, ce qu'elle écrit, s'être injecté 250 mg de testostérone tous les 21 jours. Une voix rauque et rocailleuse est sortie de ma gorge. À la suite de quoi, je suis sorti, dit-elle, dans la rue, et j'ai commencé à parler avec cette voix qui était à la fois la mienne et celle d'un autre. Mes premiers mots m'ont fait basculer dans la communauté de ceux qui se croient être des hommes. Parce que maintenant, c'est les vrais hommes qui se croient être des hommes. Et qui m'ont accueilli comme jamais auparavant. Écoutez-le parler, c'est un homme. Je ressentais ces mots comme un fer qui, avec du feu, me marquait en tant qu'homme, en m'acceptant finalement dans la communauté virile. C'est tiré d'un livre qui s'appelle « Je suis un monstre qui vous parle ». C'est paru en 2020 chez Grasset. Eh bien, figurez-vous que je pense que Béatrice affabule en se faisant croire à elle-même qu'elle est entrée dans la communauté des hommes et qu'elle abuse son auditoire en essayant de le lui faire croire. Nul doute en effet que pour appartenir à cette communauté des hommes, un peu plus qu'une voix testostéronée est nécessaire. Il faut un pénis fonctionnel, pas en silicone, appelé comme vous voulez, l'asticot, le braquemar, la clarinette, la quéquette, le job, j'en passe des meilleurs. Mais il faut un pénis fonctionnel, il ne faut pas un néo-organe non fonctionnel, gonflable à volonté, ce que ne possède même pas Béatrice, puisqu'elle se déclare elle-même non-op. Non-op pour non-opéré. C'est une non-op. Bon. Or, ce n'est que là, lorsque, comme Brassens le dit, et comme Montaigne le dit, quand ça se met au garde à vous tout seul, on peut dire qu'on appartient à la communauté des hommes. Sinon, on simule. Et Béatrice simule. Ce n'est qu'un homme, ce qu'un homme découvre immédiatement quand elle raconte son passage dans la toilette des hommes. Si difficile que de s'habituer à la puanteur et à la saleté des toilettes des hommes. J'étais tourmenté par l'odeur, par les jets d'urine répartis sur et tout autour des lieux d'aisance, et malgré mes bonnes intentions, il m'a fallu des semaines avant de parvenir à surmonter cette répulsion. Jusqu'à ce que je réalise que cette saleté, cette puanteur, correspondait à une forme de relation strictement homosociale. Écoutez bien, les hommes avaient créé un cercle fétide pour chasser les femmes. À l'intérieur de ce cercle, en secret, ils étaient libres de se regarder, libres de se toucher, libres de se vautrer dans leur propre fluide, et cela en dehors de toute représentation hétérosexuelle. Bon, voilà. Donc, nous apprends, messieurs, ce que vous ne savez pas sur vous-même. Mais bon, c'est quand même là où on voit que Béatrice n'a aucune connaissance de ce que c'est qu'un homme. Ses propos montrent une ignorance totale de ce que ça signifie avoir un vrai pénis. Bon, je l'ai dit, un organe à la fois impérieux, capricieux, qu'il est impossible de bien contrôler, et
En fait, s'il y a des, comme elle dit, des jets d'urine répartis sur et tout autour des lieux d'aisance masculins, ce n'est pas d'abord pour créer un cercle fétide pour chasser les femmes, d'abord parce que les femmes sont par définition exclues de ces toilettes masculines, mais c'est surtout parce que un vrai pénis, eh ben voilà, c'est difficile à diriger. Elle ignore ceci. Non seulement ça bande tout seul, mais en plus ça pisse de travers. D'une part, parce que la puissance du jeu est aléatoire, stade, n'est-ce pas? Ouais. Et d'autre part, parce que le prépuce, cette petite peau rétractile qui recouvre le gland, vient souvent plus ou moins obstruer le néa d'où sort le jet. Résultat, en dépit des efforts et de la concentration du pisseur, le jet arrive rarement entièrement dans la cuvette ou dans la pissotière et se disperse en partie tout autour du lieu d'aisance. Alors, c'est évidemment là une vérité qui trouve le texte de Béatrice. C'est là où le symptôme se révèle et qui montre que Béatrice ne sait absolument pas de quoi elle parle. L'expérience unique mais répétée de l'homme qui tient son engin délicatement entre ses doigts, retrousse le prépuce et vise et tire pile à côté. Et ben c'est à ces tout petits riens, à ces sublimes micro-ratages, mais répétés, qu'on reconnaît les hommes. Et les autres sont des imposteurs. Si elle en avait une, Béatrice saurait cela, mais elle n'en a pas. Du coup, la pauvre brode pathétiquement sur ce qu'elle ne connaît pas. Et du coup, au lieu de demander à ceux qui pissent à côté par nécessité, disons, vitale, elle se met à parler à leur place, à la place des hommes. Elle imagine alors que les hommes pissent à côté par choix pour éloigner les femmes. Alors, il est clair ici qu'un bon analyste, quelqu'un de la trempe de Lacan, par exemple, lui aurait immédiatement demandé pourquoi elle, femme, va dans les toilettes d'hommes, sachant que la répulsion qu'elle éprouve, sa phobie, est facilement interprétable comme une résistance à l'attraction qui l'attire là. Ce qui l'attire là, je vous laisse deviner quoi. Enfin bon, passons. Puisque de cela, elle ne va manifestement rien savoir, elle préfère imaginer que tous les hommes sont des pédales qui vont dans les chiottes d'hommes, comme dans de parfaits lupanards homo. Alors, je pense que cette chère Béatrice a manifestement lu Genet, elle a vu des films de Fassbinder et de Chéreau, mais je trouve que ces remarques, outre qu'elle rate complètement ce qu'est un homme hétéro, sont, à mon sens, un peu méprisantes pour mes collègues, les hommes homo, qui sont présentés comme étant supposés se complaire dans la fétidité de leur urine. Alors, on pourrait évidemment se poser la même question du côté des hommes qui se prennent pour des femmes. Je pense par exemple à Lia Thomas. Lia Thomas, c'est une nageuse transgenre, née homme, qui a remporté le 500 yards nage libre féminin d'une compétition de l'Ivy League, c'est-à-dire les 8 plus grandes universités du nord-est des États-Unis. C'est un homme donc qui a remporté une compétition féminine, comme récemment un homme qui s'est déclaré femme a fait une compétition d'haltérophilie et a gagné la compétition d'haltérophilie. C'est une imposture. Et là, je crois que voilà où mène le régime incitatif du marché qui promet d'exaucer tous les vœux du bon consommateur et qui présente désormais le sexe comme un choix dépendant de son bon vouloir. Pour le dire clairement et pour conclure, je crois que ça mène tout droit vers la psychose sociale. Et évidemment, je suis inquiet parce que c'est dans ce monde que vivent désormais des enfants et des adolescents et qu'on a du souci à se faire sur ce qui les attend, puisqu'ils sont les premières proies de cette offre qui est faite de changement de sexe dès lors qu'ils ne vont pas bien.
dis des adolescents, c'est normal quand on est adolescent de ne pas aller bien. Pourquoi? Parce qu'il arrive, son corps se transforme, que des formes apparaissent, que des poils poussent, et qu'on ne sait pas habiter ce nouveau corps à l'adolescence. Et donc on a peur quand on est adolescent. Et donc là qu'il arrive une œuvre qui met le malaise normal et récurrent des adolescents sur une supposée dysphorie de genre et sur un supposé désir de changement de sexe et de réinitiation sexuelle, je crois que c'est quelque chose qui est à penser, qui sera à penser plus tard, comme ça se fait maintenant, dans les proportions où ça se fait, comme un crime contre l'enfance et l'adolescence dont probablement nous aurons à rendre compte plus tard. Voilà, je vous remercie. Le fait que je choisisse un angle ironique pour aborder la question ne signifie pas que je n'ai pas du tout conscience du drame que vous évoquez. Simplement, je crois que l'ironie est une arme philosophique qui sert à montrer l'inanité et le ridicule d'un certain nombre de propositions qui sont, et c'est ça où est le drame, prises aujourd'hui au sérieux. Et donc qui conduisent effectivement toute une série d'enfants, parce que l'administration d'inhibiteurs de puberté qui empêchent l'apparition des organes sexuels peut démarrer à partir de 9-10 ans, avec des effets qui sont des effets irréversibles, qui ne laissent comme horizon possible à ces enfants très jeunes, donc, qu'ensuite de prendre des hormones inverses. Et ensuite, à 16-17 ans, de subir la première de la dizaine d'opérations de réassignation chirurgicale, avec des mutilations sexuelles extrêmement lourdes. Et à l'origine de tout cela, il y a des propositions qui sont des propositions dont j'ai essayé de démontrer l'inanité, le ridicule, le grotesque, dont il faut rire, mais pour s'en alarmer parce qu'elles sont en train, effectivement, de s'installer et d'être prises au sérieux par des jeunes qui sont par définition, dans leur période d'adolescence, comme je l'ai dit, dans des périodes de malaise. Oui, monsieur Foucault, je me demande si ce phénomène trans ne se nourrirait pas vraiment d'un mépris d'un individu donné pour son sexe opposé. C'est-à-dire que finalement, on voit bien que les femmes qui se prétendent hommes, tout ce qu'elles ont retenu de la masculinité, c'est le côté camionneur. Tout ce que l'homme, lui, qui rêve de devenir une femme, a retenu de la féminité, c'est le côté vent, le côté hypersexuel. Moi, j'ai déjà été dragué, j'ai été vendeur de thé pendant 6 ans, j'ai été dragué par des trans. Au bout de 2 minutes de dialogue, ils sexualisaient le truc. Enfin, c'est pas un truc, voilà. C'est quand même assez dingue. Finalement, ils sont chacun dans la caricature du sexe opposé. Et c'est quand même assez dingue. Maintenant, je voudrais finir par peut-être une note d'optimisme. C'est qu'à une époque où on assiste quand même à un renouveau à un réveil des États civilisationnels, je pense à la Chine, je pense à la Turquie, à l'Iran, à la Russie, finalement, ou même au réveil d'un certain d'une conscience islamique en Europe de l'Ouest, finalement. Est-ce que toutes ces idéologies-là vont pas disparaître d'elles-mêmes d'ici 20-30 ans? Voilà, je sais pas si c'est une note d'optimisme convaincante, mais j'essaie de me raccrocher à ça. Oui, c'est probable, mais je vous signale quand même que, comme le dit Eric Marty, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui a écrit un livre sur ce qu'il appelle le sexe des modernes, qui est paru au Seuil il y a 2-3 ans. Il dit que c'est ce message-là, de cette promesse de changement de sexe, aussi ridicule soit-elle, aussi infondée soit-elle, apparaît au reste du monde comme le dernier message de l'Occident, le dernier message sérieux de l'Occident. Il faut vraiment. Et donc,
dernier message, c'est effectivement, c'est l'effondrement. C'est une marque d'effondrement de l'Occident à l'égard de ces autres civilisations qui reçoivent et qui perçoivent ce message dans son côté infondé, insensé, grotesque, insoutenable. Peut-être que ce sont les autres qui vont me forcer à me réveiller. Enfin, je sais. Oui. Ouais. Merci. Merci pour votre conférence, mon monsieur Dufour. C'était très déprimant. Cette psychose sociale, vos travaux, est-ce qu'ils anticipent un certain de quelle intensité et sous quelle forme, en quelque sorte? Dans la psychose sociale, on est déjà bien parti. C'est-à-dire que vers 1900, donc, on découvre, c'est Freud, que la condition de la condition subjective, c'est la névrose. Donc ça veut dire que sur soi, on ne sait pas tout. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est refoulée et qui continue d'agir, produit des effets, mais sans que nous soyons complètement maîtres à bord. Et ce qui se découvre une centaine d'années plus tard, sous l'égide de ce nouveau maître que j'ai appelé le marché, c'est plutôt de l'ordre d'une psychose sociale. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le marché est extrêmement incitateur, incite à la libération pulsionnelle. Dis ce que tu veux, on te le donne. On a tous les produits manufacturés pour satisfaire toutes tes appétences. Et donc, il n'y a plus besoin de réprimer. C'est pour ça que le sujet ancien, du moment 1900, est d'une certaine façon, le sujet de la névrose est d'une certaine façon dépassé. Parce que ce sujet actuel est poussé à demander tout et n'importe quoi. Et ce tout et n'importe quoi débouche aujourd'hui sur une demande impossible de réassignation, sur la demande impossible de réassignation sexuelle. Alors, il y a ceux qui sont dans cette motion d'infatuation subjective en essayant de jouer avec toutes les possibilités offertes par le marché et qui débouchent souvent sur des impasses comme celles qu'on est en train de voir à propos de la réassignation sexuelle. Il y a aussi ceux qui sont dans une motion qui est une motion perverse, puisqu'il s'agit de réaliser tout ce que je veux, y compris en écrasant le voisin, en manipulant le voisin, en instrumentalisant le voisin. Et puis le troisième aspect de cette psychose sociale, c'est ceux qui n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à être justement dans l'infatuation subjective et ils sont contraints à une sorte de vivre dans la dépression. Et donc, voilà les trois formes les trois formes subjectives qui dominent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de névrose, mais elle est passée loin derrière ces marques qui sont caractéristiques donc d'une psychose sociale. En plus, les marques de la psychose sociale sont de plus en plus, vous pouvez les percevoir de plus en plus. C'est par exemple dire la même chose et son contraire. Dans le champ politique, c'est permanent. C'est par exemple affirmer qu'il faut défendre les travailleurs du sexe et ne pas les opprimer, etc., etc. Et pénaliser d'une façon outrancière maintenant les clients. Donc à la fois allez-y, donc faut les défendre, et surtout n'y allez pas. Donc il y a toute une série de doubles injonctions qui aggravent d'une certaine façon une sorte de schizophrénie sociale dans laquelle nous sommes, et qui fait que on est dans une sorte de confusion, justement parce que nous avons des injonctions doubles, et nous ne savons pas que choisir parmi ces injonctions doubles. Donc, comment est-ce qu'on va sortir de ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas,
Il est vrai qu'un petit sursaut civilisationnel, ça ferait pas de mal. Mais le pied devant pour sortir de ça. Ah oui, c'est... Gary. Bonsoir monsieur, merci pour la conférence. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.